Bonjour. Euh, donc, bienvenue pour le dernier séminaire de la mission. Puis aujourd'hui, on reçoit Jacinthe Pouliot, professeur ici au département des sciences géomatiques. Jacinthe est diplômé, donc je vais revenir sur un peu là, je vais vous faire une présentation un peu de sa carrière pour revenir là-dessus. Donc Jacinthe est diplômé à l'origine d'un baccalauréat en arpentage, comme ça que ça s'appelait, donc ça s'appelait à l'université Laval. C'est un pas mal. Sciences géodésiques. Parenthèse d'apprentissage. Parenthèse d'apprentissage, PSTA, Laval. Donc, baccalauréat en arpentage. Donc, elle a continué après vers une science géomatique sur le traitement numérique des données bathymétriques. Ouais. Donc, en fait, oui, voilà, si jamais, C'est longtemps avec ça. Les étudiants, des bathymétriques, on sait que ça. Les premiers sondages de multifaceaux qui sortaient dans ce temps. Et donc après ses études en maîtrise, elle a fait un doctorat en sciences de systèmes d'information géographique et écosystèmes forestiers. Donc, il y en a pour tout le monde. Ouais. Ah oui, avec le Service canadien des forêts. On faisait de la modélisation de signes, de simulation, c'était super intéressant. Donc ça, c'était ensuite le PSF. Ouais. Je voulais faire perfectionner mon français. Quand je partais de là, j'avais un petit accent. Quand même, je montais un peu à la fin, là, je chantais un peu. Ça n'a pas pris longtemps. Ça n'a pas pris longtemps de faire perdu. Donc ça, je me suis fait plein d'activités. C'était au siècle dernier. Hey, oui, 1900. Après, elle est donc arrivée au département ici des sciences géomatiques, donc à l'université Laval, comme professeur. Donc là, elle a travaillé, là aussi, c'était varié sur beaucoup de la modélisation 3D, mais en archéologie au départ, puis en géologie. Donc, où elle a travaillé aussi avec les géoradars, pas que sur la modélisation. Après, elle a travaillé sur le cadastre, sur la visualisation 3D, donc ça, c'était ses doctorants aussi dernièrement. Puis même sur, donc maintenant, le dernier, c'était mardi. Mardi, oui. Voilà, le dernier, c'est mardi 88, lui, par contre, sur le nord et les systèmes d'amis. Il est supposé. Oh, en ce moment, on va se décliner. Non, pas les blancs. Mais tu serais là, parce que je parle de lui. Donc. Bon, donc ça, je crois quand même la connaître ça. Donc, Jacinthe a eu une carrière de chercheuse aussi, alors regardez, donc avec 138 publications sur sa carrière. Ah oui, c'est d'après. Donc, par nous autres. Donc, puis alors, justement, c'est aussi une grande participation au niveau aussi bien international que local dans la communauté scientifique. Puisqu'elle a travaillé sur le cadastre 3D, elle a aussi participé au groupe de la Fédération internationale des géomètres sur le cadastre 3D. Donc, elle a été responsable et elle a beaucoup contribué aussi dans l'animation scientifique de 3D GeoInfo. Donc, un groupe de recherche qui organise des ateliers sur l'information géographique 3D. Ce qui l'a amené aussi à participer à donc Smart City, donc celui-là, je ne vais pas noter celui-là, c'est UMDS. Ah oui, il était conjoint avec le visuel. Voilà, donc il y avait ça, le Geo Advance, donc elle a participé donc, à chaque fois dans l'organisation, dans les comités pendant une dizaine d'années. Puis ça lui a permis aussi d'avoir des collaborations internationales, donc avec Melbourne dernièrement, mais aussi avec l'UCL ou avec DEF au pays. Ouais. Donc elle est tout un engagement. Voilà. J'en ai encore. Oui, elle a été aussi ici directrice de département donc, de 2011 à 2016. Donc, et puis après, citoyenne à la recherche à la faculté donc, de 2016 à 2020. Regarde sur le j'en parle. Voilà. Et pour finir, donc justement, par les participations, elle a dit quelque chose là qui tenait beaucoup, c'est l'encadrement d'étudiants. Oui, bien sûr. Donc, si j'ai pu noter comme il faut, il y avait donc 9 doctorants en direction, 3 en co-direction, une douzaine en maîtrise de recherche, et 9 co-directions aussi en maîtrise de recherche. Ouais. Ça fait 40, ça, j'ai calculé justement ce matin. Ouais, ah là, j'en ai plus quand je fais ça. Il y en a qui sont oubliables. Ça vous 46, 47. Ah oui, bah, c'est sûr.
Donc, c'est-à-dire, oui, une contribution importante aussi à l'enseignement et à l'encadrement des étudiants en recherche. Ouais. Donc, fort de cette riche carrière, Je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas. en tout cas, c'est bien marquant. Ouais. Donc, Merci. voilà. Donc, maintenant, je cède la parole pour une présentation sur les bons et les moins bons. Oui. Alors, ben, merci d'être là. Donc, j'espère que je vais être. Alors, mon idée aujourd'hui, c'était de vous faire sourire. J'espère que je vais vous faire rire. Puis, je vais être assez. J'ai essayé d'être le plus honnête possible. Donc, dans qu'est-ce que je soutiens de ma carrière, de chercheur en particulier, je n'ai pas parlé de professeur. Et puis, les bons coups, les mauvais coups. J'ai essayé d'être le plus honnête possible. Puis, je me suis dit que ça pouvait peut-être être utile aux jeunes chercheurs, en tout cas aux étudiants. J'ai essayé de mettre les bons coups de l'avant. Puis, aux chercheurs plus expérimentés, ben, moi, je vous invite à faire l'exercice que j'ai fait. C'est-à-dire de faire le point sur votre carrière. Vous étiez où, vous en allez où, puis peu importe vous êtes où dans votre carrière, je trouve que c'est intéressant de me poser. Tu sais, on prend pas beaucoup de temps, on est tout le temps à la course. Donc, moi, je vous invite de faire le même exercice que j'ai fait. Puis avant de commencer, ben là, j'ai souvent dit que Keith Thompson est décédé, fait que je ne sais pas si vous le connaissiez, mais Keith, bon, c'est celui-là au centre. Keith, si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à Keith Thompson. Keith Thompson était professeur en télédétection, et moi, j'étais au baccalauréat en 3e année, puis il avait mis une petite annonce, là, il cherchait des étudiants. Puis, il n'y avait pas beaucoup de jobs en 80, quand j'ai fini là, en 87, 88. Il est allé me voir, puis il m'avait recruté. Puis là, après ça, il m'a jamais lâché. Je jure, là, il m'a toujours tenu du bon, fais ta maîtrise, là, tu fais ta maîtrise, tu fais tes demandes de bourse, là, exactement ce que moi je fais avec d'autres, là, mais lui, il l'a fait. Après ça, j'ai travaillé, après ça, j'avais plus d'emploi, il est venu me rechercher, il dit, tu fasses un doctorat, là, tu fasses un doctorat, hein, ouais, j'ai comme, pas nécessaire, là, en tout cas. Finalement, j'ai fait un doctorat, un peu grâce à lui, il m'avait ouvert tous ses contacts en Europe, puis, donc, je voulais en profiter, là, pour que je sois trop émue, là, mais en profiter pour lui rendre hommage à qui est décédé. Et puis, ça, c'est une photo, on était en Tunisie, donc on avait un projet de recherche là-bas, avec un autre collègue de Jean-Jacques Chevalier. Puis pour l'anecdote, on a l'air un peu fou, là, mais on est dans une grande couverte. Hein? Il y a eu tant que ça, là. J'ai présenté les deux autres, là. Non, je ne peux pas changer ça. Mais plus solide, là, mais je sais pas. Non, c'est ça. Fait que là, ben, j'avais les cheveux longs. Puis là, je vais même vous montrer quelques photos. C'est pour ça que je suis pas sûre que je veux qu'on montre ça en vidéo. Mais ça, il faisait. On était en Tunisie chez un collègue tunisien de l'Université de l'État qui nous avait accueillis le soir, on soupait. Et c'était, je pense, en novembre, quelque chose comme ça. Et les maisons là-bas, c'est très humide, hein. Puis nous, ici, on est super chauffés. Alors, les trois beaux Québécois, on était gelés, on avait frette, puis il n'y avait pas beaucoup de couvertes, alors ils nous avaient mis une couverte, on s'était tous collés dans la couverte, puis on attendait que le souper arrive, tu sais. Ah, c'était quasiment gênant, là, mais ça avait été très, très rigolo, là, avec Keith qui était, ceux qui ne connaissent pas, Keith était vraiment un très bon vivant. C'est dit. En passant, on vient de jaser tantôt, c'est lui aussi, Keith Thompson a eu un impact grand sur la carrière de Sylvie. Et c'était un bon vivant, vraiment, mais extrêmement généreux. Et lui, il voulait beaucoup promouvoir les femmes en sciences et les femmes dans des postes de direction. Alors, moi, en tout cas, il n'arrêtait pas de m'en parler de ça, tu sais, puis je pense qu'il a peut-être fait la même chose avec toi aussi. Alors, je voudrais le remercier chaleureusement. Donc, alors, voilà. Alors, commencer ma présentation. Avant que je commence, quand Eric m'a proposé ce on l'a jasé, là, je me suis dit, avant que je te dise oui, là, laisse-moi 2-3 heures, voir si je suis capable de faire quelque chose qui tient la route. Donc là, je vais vous inviter, là, je vous raconterai pas le début, là, mais comme Eric a raconté, là, je vais pouvoir aller un petit peu plus vite, là, j'ai fait une maîtrise, 90, j'ai été 7 ans en emploi par la suite, puis après ça, j'ai fait mon doctorat postdoc, puis poste de professeur. Et là, je cherche déjà à mettre les bons coups, les mauvais coups, moins bons coups de l'avant. Je trouve que mon bon coup, d'être allé travailler, puis d'être revenu sur le marché, de faire un retour aux études,
pour moi, ça a été vraiment hyper intéressant. Ça m'a permis de toucher les choses, de travailler et de savoir moi-même qu'est-ce que j'aime. Je ne dis pas que c'est une recette qui va à tout le monde, mais donc si un jour vous travaillez, vous rentrez sur le marché du travail, les jeunes, ben après 7 ans, là, c'est possible de revenir au doctorat, puis vous allez être bon. Parce qu'on sait ce qu'on veut plus. Puis, c'est pas nécessairement le prof qui nous impose, mais qui nous envoie un projet, là. C'est nous qui allons arriver avec nos idées, qu'on va diriger un peu plus la chose. Alors, moi, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment un excellent coup. Et je l'ai fait en moins de 3 ans. Donc, je l'ai mis en application avec mes étudiants, mais je l'avais fait moi-même. Donc, je m'étais donné 3 ans pour le faire, puis j'étais très fière de moi de l'avoir fait en 3 ans. Vous allez voir plus loin, ça a été, j'ai coupé des parties à cause de ça, puis c'est quelque chose qui m'a manqué. Justement, j'ai été obligée de couper, j'ai pas publié dans mon doctorat. Okay? Ça, pour moi, c'est une erreur. Okay? Puis je vais en parler plus loin. J'aurais pas dû faire ça. Les circonstances m'ont amené à ça. Je n'ai pas eu l'obligation de suivre des cours de méthodologie de recherche. Moi, j'ai fait ma thèse à l'EPFL. À l'EPFL, il y avait 0 cours. Okay? Là, ça peut paraître drôle parce que je suis plus sûre s'il est obligatoire dans nos programmes. Là. Moi, je trouve que ça, là, c'est extrêmement nécessaire. D'accord? Il n'y avait plus, hein? Je sais, à chaque fois, on discute ce point-là. Ah, voilà la mire, une chance qui est là. Moi, je trouve que ça, c'est essentiel. Parce que quand on devient chercheur, c'est l'une de nos grandes lacunes d'un point de vue méthodologique. Et ça peut paraître un peu bizarre, là, mais je trouve que j'ai eu trop d'autonomie. J'aurais aimé ça comme me dirige plus. C'est pas une critique envers les gens avec qui je travaillais, qui étaient des gens extrêmement brillants, extrêmement gentils, mais j'aurais aimé ça qu'on me dirige plus. On me dise, non, fais pas ça. J'ai été trop laissée à moi-même. Ça, c'est un peu, mais ça, dommage. Donc, je vous avais dit hein, que je m'ouvrais vraiment. Donc, on commence comme ça. Alors là, je dis encore plus. Je vous ai mis une photo de notre graduation en 1988. Christian, c'est en 80, après moi. Hein? 90. Donc, vous voyez que la moustache, c'était très à la mode dans ce moment-là. Et là, Nancy, tu me reconnais-tu? J'avais une permanente, là, pour le faire, là. Oui, les cheveux raides comme une barre, là, aussi, là. Donc, vraiment. Donc, voilà, on était très fiers. On était 28 à peu près là, de cette promotion-là. Puis on voit là, que les bottes d'acier, là, c'était très chic. On se rend compte, là, au 10 ans à peu près. Là. Alors, la première chose que je voulais vous parler dans le bilan que j'ai fait, c'est la première chose, je pense, qui est importante, c'est notre passage de doctorante à professeur. Il y a un choc là, qui se passe. Là, j'essaie de mettre de l'avant un peu ce qui, moi, qui m'interpelle le plus. Je trouve que la première chose, c'est de comprendre le système dans lequel on évolue et vouloir en faire partie. Comprendre la mission. Ça veut dire que si tu rentres, t'appliques pour une job, là, puis tu l'as, là, mais assure-toi donc de bien comprendre la mission. Là, ça peut paraître drôle, là, mais moi, j'ai pas sûr que j'ai fait ça, là. Je suis pas en train de dire que c'est un bon coup, là, mais c'est super important parce que si tu n'es pas à l'aise avec ça, tu as un problème. Après ça, tu peux faire, tu as plein de libertés en tant que prof, on a plein de libertés. Mais il ne faut pas manquer cette première règle. Accepter ou pas que la recherche se fera principalement par nos étudiants. Donc là, Gabriel n'est pas là, ou bien n'est pas là, mais je pense que ça, c'est un choc. Là, t'arrives de ton doctorat, tu as un projet, tu es à plein temps là-dessus, puis tu es super occupé, hein, c'est sûr. Là. Puis là, tu arrives comme nouveau prof, puis là, tu te rends compte que, attends un petit peu, bon, il va falloir que tu trouves du monde, il va falloir que tu trouves du financement, puis c'est pas tellement toi qui vas la faire, la recherche, mais plus les gens avec qui, les étudiants avec qui tu vas travailler. Ça, ben, j'ai bien mis, là, accepter ou pas, là, on a tous des degrés différents, là, vis-à-vis cette situation-là. Donc, comprendre ça m'a pris un peu de temps, là, que c'était pas le fait de mon intelligence ou de mon QI, là, qui était nécessairement le meilleur, parce que quand on arrive au doctorat, on est supposé être les meilleurs dans notre domaine, là. Puis moi, j'ai trouvé que je me suis rendu compte un peu tard, peut-être que c'était plus mes attitudes de gestionnaire et d'interaction sociale qui font que je suis devenu un bon chercheur.
suis devenue chercheur, là, je pensais pas pire, là, mais c'est ce qui font qu'on devient un bon chercheur dans mon point de vue. Bon, évidemment, il faut trouver du financement et des étudiants. Et il faut se définir en tant que professeur universitaire. Puis ça, c'est facile à dire, là, mais c'est pas simple de faire cet exercice. Je commence par mes bons coups pour finir par mes moins bons, là, donc c'est comme ça. Alors, première chose pour moi, super importante, c'est d'avoir une vision et la porter vers nos actions. J'aurais aimé ça qu'on me le dise plus quand je suis entrée jeune fois. C'est quoi ta vision? Ta vision, là, c'est à long terme. Là. Toi, là, dans 20 ans, là, c'est quoi la contribution que tu veux avoir? Comment tu vois ça? Puis on prend pas le temps. Hein? Quand on arrive, là, on se lance, il faut avoir les étudiants, les projets, il faut avoir notre CRSG découverte. Et puis, si on comprend que ce CRSG découverte, il contribue peut-être à notre vision, là, il faut vraiment faire ça en temps. Donc, dans mon cas, je vais le dire plus tard, mais je vais l'expliquer plus tard, mais c'était vraiment la vision que moi, je me suis donnée. C'est-à-dire, je voulais être capable de contribuer à l'élaboration d'un cadastre numérique 3D, là, tu te rappelles, en 2001, le numérique, pas de faire ça encore, là. Et je parlais vraiment de l'ensemble, du dessous et du dessus, et je ne parlais pas que des limites cadastrales. Et donc, j'avais aussi identifié, là, je ne ferai pas un bilan, là, mais j'avais identifié, mais à qui ça pourrait servir exactement? C'est peut-être une liste, là, puis là, eux autres, ça peut contribuer de telle manière, telle manière. Là, donc, je ne parle pas juste des limites cadastrales, mais je parle aussi beaucoup de toute la réglementation qui s'applique sur le territoire. Donc, toutes les servitudes, les contraintes des droits liés. Donc, je m'intéressais à tous ces objets. Donc, ça, c'est vraiment comme ça que je voyais la chose. Deuxième point, c'est un peu bizarre, mais rester soi-même. Comme ça que je le présente. Je trouve que au début, on a tendance à vouloir ressembler à monsieur et madame Chose. C'est une expression que quand je joue au golf, on joue avec monsieur et madame Chose. Mais c'est une erreur, selon moi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à se connaître et à rester soi-même. C'est-à-dire que si moi j'aimerais ça faire de l'humour, il faut que je continue à faire de l'humour dans ma recherche. Que je reste comme ça, pas que je sois différente. Et c'est facile à dire, c'est pas une fois encore plus simple. Puis quitte à faire de la recherche autrement, d'accord, d'avoir des modèles qui vont nous amener ailleurs. Donc, ça, mes étudiants. Donc, ça, c'est une chose que, pour moi, je me distinguais. Tous mes étudiants gradués, ils ont une grenouille, une peluche, un tout, là. À chaque fois qu'ils graduent, je leur donne une grenouille. Alors, j'en ai une partie. J'ai fait l'erreur, j'ai pas pris des photos de tout le monde. Au début, j'étais un peu idiote, mais ils ont leur grenouille, ça, je sais. Je leur ai donné leur grenouille. Et avec un petit film de l'université, là. Et je suis très fière de ça. Donc, c'est-à-dire d'avoir fait cette petite chose-là qui fait que ça crée un lien fort avec mes étudiants. Donc, dans ma personnalité, je voulais être proche de mes étudiants. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a définissait au début. Au début, c'était pas comme ça. Le moment où j'ai compris que, oui, il faut que je reste proche du monde, parce que c'est comme ça que j'aime être. Donc, il fallait que je le fasse. Donc, il y a quelques mois, on a fait une réunion des grenouilles. Il y en avait en présentiel, il y en avait en ligne. Donc, et là, donc, il y en a une que vous devez connaître, là, ici. Puis là, si je reviens, ben, il y a Vincent aussi qui est ici, donc, avec sa grenouille. Et puis, Karine, qui était une de mes étudiantes, elle avait concocté un dessert, puis elle avait mis des grenouilles dessus. Tellement beau, là. Ah, ça a été super le fun. On a fait ça à partir ici, vous savez pas, là, mais au 2306. J'avais eu la chanson d'être écrite. 2306. Ah, pourquoi la grenouille? Ben là, alors, le premier, c'est l'étudiant marocain. Là, je me disais, qu'est-ce que je pourrais donner d'original? Tu sais, c'est long. Hey, j'ai pensé à ça longtemps. Bien sûr, pour aimer des grenouilles, là, mais
Puis là, je voulais quelque chose de distinctif qui caractérisait nous, là, Québécois. Là. Fait que là, je cherchais. Et puis, vous savez que les Ontariens, ils appellent les vols, là, parce qu'on mangeait les cuisses de grenouilles. Fait que là, je me dis, ah ouais, les grenouilles, c'est nous autres, c'est dans le fond. Puis là, hey, les grenouilles, c'est cool, là. Hey, là, j'en allais, parce que moi, l'emploi fleur de lys, pas trop, c'est pas, il fallait que c'est pas drôle quand même, là. Et puis là, c'est cute parce que moi, là, je voyageais, là, toutes mes grenouilles, hey, je voyageais, je rentrais dans tous les magasins possibles qui avaient des grenouilles, j'achetais des grenouilles. Puis là, ben, quand il y avait quelqu'un qui réalisait, je le vois encore, là, je les installe sur mon lit chez moi, là. Bon, OK, quelle grenouille à qui? Là, j'imaginais, Vincent Éric et lui, là, ben, c'est vraiment ça que je faisais. Là, je cherchais une grenouille qui cherchait à ressembler le plus possible. Là, c'est n'importe quoi, là, mais c'était en comptant. Et lors de cette rencontre, je me permets quand même de dire que certains ont été assez critiques envers moi-même, en disant qu'il y avait beaucoup de commentaires sur mes révisions. Puis j'ai trouvé cette partie-là bien fun parce que ben, moi, en plus, ça m'arrive souvent, avec les étudiants puis moi-même envers d'autres, là, j'ai finale, j'ai finale 1, j'ai finale 3, j'ai finale, en tout cas, ça n'arrête pas, là, fait que, voilà, donc, je trouvais ça bien. OK, donc, ma vision, je voulais être moi-même. Puis après ça, je pense que une des qualités que j'ai eues, que j'ai cherché à développer, c'était d'être méthodique et d'avoir une discipline. Vraiment, j'ai cherché à être comme ça. Je faisais beaucoup de sport. Je pense que j'ai beaucoup tiré de la discipline sportive que j'ai appliquée là, dans mon travail. Et puis, j'ai travaillé beaucoup avec, dès le départ, j'avais cette idée-là de travailler avec l'approche basée sur des hypothèses. Et je forçais beaucoup mes étudiants à, OK, voici un problème, on nous intéresse, c'est quoi les différentes solutions, puis là, on en prend une, puis là, c'est notre hypothèse, on va chercher à valider cette hypothèse-là. Puis je vais vous montrer quelques exemples, montrer à quoi ça sert, que c'est vrai ce que je dis, en tout cas. J'ai essayé de l'appliquer. Donc ça, c'est une thèse à la thèse de Chen, 2015. On travaillait avec le groupe VRSP, c'est un groupe d'arpenteurs, puis le condominium à gauche avait été modélisé par eux. Donc, donc on retrouvait 70 lots cadastrés à l'intérieur de ça, des unités privées, des unités communes. Et là, c'était un modèle vraiment super intéressant sur lequel travailler. Et avec Chen, qu'est-ce qu'on s'était posé comme question? C'était une question très simple, hein? C'était est-ce que les variables visuelles performent de la même manière en 3D que sur des cartes? Hein? On sait qu'en cartographie, la sémiologie graphique, par exemple, de Bertin, il y a des règles particulières. Ben, on s'est posé la question, est-ce que ça marche de la même manière en 3D? C'était ça notre idée de départ. Et là, on avait décliné plusieurs hypothèses avec Chen, dont l'une qui me tenait à cœur. Comme je dis, la mienne, là. Frédéric est là parce que Frédéric est en co-direction. C'était la suivante. Donc, lors de l'utilisation 3D, l'utilisation de la transparence peut donner une impression de propriété. Alors, comment j'avais imaginé ça avec l'étudiant? C'était, je ne sais pas, quand vous visualisez un modèle numérique de terrain, là. Puis, généralement, là, c'est bleu, c'est bas. Plus ça monte, plus c'est rouge, plus c'est bourgogne. Est-ce que vous êtes d'accord? Puis, tu sais, maintenant, c'est devenu quasiment intuitif. Ah oui, quand c'est bleu, c'est bas, puis quand c'est rouge, c'est foncé. Fait que là, je m'étais dit, est-ce qu'on pourrait avoir un peu la même chose, mais en exploitant finalement la transparence, les degrés différents de transparence, pour que les gens qui visualisent des modèles 3D des propriétés aient cette impression-là, finalement, que ben, le mur, est-ce que le mur, il m'appartient? Est-ce que le mur est mitoyen? Est-ce que le mur appartient au voisin? En fait, il y a trois options potentielles là, dans cette discussion-là. Alors, avec l'étudiant, l'étudiant travaillait super bien, donc on a construit des modèles avec différents niveaux de transparence et on a testé ça avec des utilisateurs. Puis finalement, ben, ça ressemblait à ça, là. La question, on montrait des choses, des modèles 3D aux gens, puis on leur disait, est-ce que le mur, celui qui était montré par la flèche verte, vous appartient ou pas? On forçait un peu la situation, on leur disait, ben, c'est ton mur selon toi ou pas? Puis là, après ça, on vérifiait si c'était exact et le degré de certitude que les gens donnaient vis-à-vis de ce travail. Puis,
On traînait toujours un modèle noir et blanc, là, pour, ça nous servait un peu de comparatif, là. Le noir et blanc fonctionnait pas du tout, là, pour répondre à cette question-là. On s'en doutait, mais ça a été confirmé. Puis clairement, plus il y a de la transférence, là, comme ici, là, plus les gens avaient l'impression que ça appartenait à l'autre. D'accord? Et puis moins il y avait de transparence, plus il y avait l'impression. Donc, ça répondait à notre hypothèse, mais bon, on parle de 65% d'exactitude, 78% d'exactitude, c'était pas des hauts niveaux. Et on n'a pas réussi, disons, à établir là, une charte là, de transparence. Donc, ça conclut positivement, mais pas dans les niveaux que j'aurais espéré. Un autre exemple d'hypothèse, ici, c'est avec un autre étudiant, Romain Neuville. J'étais en co-direction avec Roland Guilhem à Liège, en Belgique. Ici, la question était la suivante. Vous avez déjà navigué dans un modèle 3D, puis on se posait la question, est-ce qu'il y a des points de vue plus optimales qui permettent de faire certaines tâches? Je posais cette question-là. Alors, l'hypothèse était que le point de vue optimal correspondrait au nombre, là où il y a le nombre maximum de pixels dans la vue. Alors, ce que l'étudiant a fait, donc il a calculé finalement une sphère avec tous les points de vue possibles, et les objets à l'intérieur du modèle 3D avaient des codes de couleurs. Et de cette manière-là, on était capable d'associer des indicateurs. On a testé ça dans 3 scénarios différents. Je vais vous en montrer juste un. Ici, Romain a construit donc un modèle BIM d'un bâtiment. Et ça a été testé avec 48 participants, quand même assez représentatif, de 13 arpenteurs, 13 ingénieurs, 9 architectes, 1 en construction. Et la question, c'était super simple. En bout de ligne, au début, c'était pas comme ça. Ça commence toujours compliqué. On leur demandait de compter les fenêtres en rouge, simplement. Et puis, on leur montrait plusieurs points de vue. Et dans un des points de vue, il y avait le point de vue de Romain, qui s'appelait le point de vue de Romain Neuville, qui était calculé, lui, en fonction de sa formule d'optimisation. Et les résultats ont été très, très bons. Donc, franchement, là, donc on voit là que l'exactitude, le best ARN, c'est Romain Neuville. Donc, on voit que 100% des gens ont répondu correctement à la question dans le point de vue de Romain et seulement 59% dans les autres points de vue, dans une moyenne. Et puis, au niveau de la certitude, les résultats étaient aussi super concluants. Donc, encore une fois, une hypothèse, on l'a forcée, et puis on a cherché à mettre ça en évidence. Celui-ci, ça a très bien fonctionné. Un dernier exemple que je vais vous présenter. Donc, ici, c'est la thèse de Saïd. Saïd c'est plus récent. Alors ici, on s'était posé la question, on voulait modéliser en 3D les règlements qui s'appliquent sur un territoire. Et puis là, on s'est dit, est-ce qu'on serait capable, à partir de la documentation qu'on retrouve, là, on s'était limité au permis de construire des bâtiments. Donc, si on prend toute l'information des permis de construire, là, puis là, on navigue là-dedans, là, est-ce qu'on est capable de ressortir toute l'information numérique nécessaire, quantitative nécessaire, pour être capable de reconstruire en 3D tous les règlements qui s'appliquent? Donc, marge de recul, limite en hauteur, en avant, en arrière, les limites de vue. On avait autour de 7 réglementations à valider comme ça. C'est un cas qui a été appliqué avec la ville de Melbourne, dans une co-direction avec l'Université de Melbourne. Et ça, ici, mes étudiants peuvent témoigner, là, les derniers, Diane et Amir, dans les 3-4 premiers mois que je travaille avec eux, maintenant, je les force toujours à faire ça. Tu vas me prendre une photo, là. Qu'est-ce qu'il y a actuellement? Tu vas imaginer à quoi ça ressemble après. Puis tu vas me faire du PowerPoint, n'importe quoi à la main, là, un sketch, ça ne te dérange pas. Là. Je veux que tu me montres à quoi ça pourrait ressembler ton idée. Et je trouve que c'est vraiment utile. Parce que je pense que les étudiants apprécient beaucoup qu'on force finalement cet exercice-là. Et puis ça, c'était l'image de Saïd. Et puis, franchement, là, ça ici, là, ça se beaucoup de ce qu'il a fait. Donc, c'était assez impressionnant. Il faut mentionner, Saïd l'a fait en 3 ans. C'est nous meilleurs, là. Les autres, peut-être des raisons. Et Saïd, j'avais pas d'argent. J'avais 20 000 $ quand il est venu. Je dis 20 000 $. Et puis, on ne fait pas venir quelqu'un pour 3 ans, 4 ans pour 20 000 $, là. Même en 2022. Et puis, donc, lui, c'était un peu avant la COVID, là, mais
Et j'y avais promis que je ferais tout mon effort avec lui pour lui trouver de l'argent. On a réussi à lui trouver de l'argent. Mais franchement, moi, j'étais contente de montrer les travaux de Saïd parce qu'il a fait un excellent travail. Les commentaires ont été excellents aussi. Vraiment une belle job, donc il travaille super, il travaille exactement là-dedans. Il fait exactement ça. Alors, je suis très, très heureuse pour lui. Donc, mes trois affaires. Puis là, après ça, j'ai quelques devises. Qu'est-ce que je veux dire par devises? C'est des affaires que je me répétais souvent. Pareil pas, de tout ça, je l'ai dit que je m'ouvrais beaucoup aujourd'hui. Puis j'étais bien contente de pouvoir mettre mon Kevin avec, avec le golf, parce que ceux qui me connaissent savent que je suis une élève de golf. Rester ouverte et flexible. Hey, on est têtu en tant que chercheur, hein? On a des idées, puis là, on y croit, là, puis ça, là, je devais travailler ça. Okay? Pour travailler ça avec mes étudiants, là, c'était pas gagné. Ne rien prendre pour acquis, comme au golf, c'est dur aussi, parce qu'on a tendance à penser que tout, tu sais, ça va même, tu sais, il n'y aura pas de problème. Non, non, il y avait tout le temps quelque chose. Et puis, il faut rester vigilant parce que c'est peu qu'on se trompe. Puis, donc, ça, je trouvais ça important. C'est important. Être de son temps. J'ai trouvé que c'était tellement important en tant que chercheur, là, t'arrives, puis t'as des idées, puis c'est facile de rester dans ses idées, puis dans son modèle. Je trouvais que de rester allumé, de rester dans ce qui se passe, c'est tellement important cet élément-là. Puis finalement, et seulement, je l'ai mis en dernier, mais avoir du plaisir. Je vais revenir, mais si vous n'avez pas de plaisir, là, il y a un problème. D'accord? Selon moi, il faut trouver le moyen d'avoir du plaisir. Il y a différentes manières d'avoir du plaisir, mais il faut le trouver. Donc, je vais vous montrer quelques exemples où j'ai eu du plaisir, selon moi. Alors, ici, c'était un travail avec des archéologues, dont Éric a mentionné. Ça se passe dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, au Fort Saint-Jean. Eux autres, ils se questionnaient, ils savaient qu'il y avait sûrement des murs enterrés à quelque part, ils recherchaient, d'accord? Il avait une idée, là, mettons, il pensait que c'était à peu près dans cette zone-là. Fait que là, on est rentré en contact, on a travaillé avec un géoradar. Vous connaissez le géoradar? Donc, un appareil qui envoie un signal radar, donc les antennes sont ici, là. Et le signal se propage donc. Le signal se propage donc. Le signal se propage, puis là, il va y avoir une réflexion dépendant des objets, de la nature des objets ou du type de sol qui va être rencontré. Et puis les archéologues étaient bien intéressés par le GPS aussi. Puis là, ben, on avait discuté avec eux, puis on leur avait dit, OK, on va aller faire des levées. Donc, on a fait ces 8 levées. On a relevé tous ces terrains-là avec le GPR, le géoradar. Et puis là, on leur avait dit qu'on leur remettrait des modèles 3D. Les modèles 3D, ça ressemblait un petit peu à ça, là. Donc, l'intensité du signal variait en fonction de la couleur. Et au fur et à mesure des rencontres qu'on a eues, on s'est rendu compte que ça, là, les archéologues, là, ils n'aimaient pas ça. Pas tout. D'accord? Et alors, nous, on leur a remis ça. Puis, la fois de discuter avec eux, je cherchais une manière de leur donner accès, finalement, à l'information qui avait été collectée pendant le GPR. Et on en est arrivé, finalement, mais il y avait 2 étudiants qui travaillaient avec moi. On a produit des cartes qu'on a créées en PDF, d'accord? Puis là, les gens, ils se promenaient d'un PDF à l'autre, hein, comme ça. Clic, clic, OK? Fait que là, puis ce que ça montrait, finalement, c'était des coupes à différentes profondeurs avec des codes de couleurs qu'on voyait dans le modèle 3D. Alors, on leur avait envoyé ça, puis on leur avait envoyé le modèle 3D, et là, on se rend compte, et puis on s'assoit, et là, on commence à dire, plus, moi, j'avais hâte de voir le modèle 3D, puis c'est pas pire, non, on s'est perdu, on n'a pas trouvé ça intéressant, OK. Mais tes cartes, par exemple, ça, c'était le fun, OK, wow, OK. Et puis, là, j'ai dit, pour être très honnête, là,
tu sais, ça, là, moi, ça me parlait pas bien, là. J'étais pas capable d'interpréter, mais c'est pour ça que je suis pas archéologue non plus, tu sais, d'interpréter ça. Puis là, on dit, sur telle page, fait que là, on va sur cette page-là, il me dit, là, il y a une structure qui ressemble à notre mur. Puis, oh, ouais. Là, on regarde ça, puis, eh oui. Et là, ils ont dit, c'est là qu'on va creuser. C'est là qu'on va excaver. Fait qu'ils s'en vont là, et dans les semaines suivantes, et ils ont effectivement trouvé le mur. J'avais peur de savoir si ils trouvé le mur. Là, ils ont trouvé le mur, là, on l'avait vu, puis ils ont dit, jamais on aurait cherché là. Tu sais, on l'avait fait plusieurs expéditions, et on dit, jamais on l'aurait trouvé. Alors, d'accord, il y a l'instrument de mesure, évidemment, mais moi, l'expérience que j'ai retenue de cette wow, finalement, c'est quelque chose de super simple. L'instrument est quand même complexe derrière, mais l'outil de présentation est revenu à quelque chose de très basique. C'est ça qui est le plus bon. Un autre exemple de ça, donc je vous ai parlé des travaux de Chen, là, les modèles 3D, là, ça ressemblait à ça. Là. Moi, là, je vais vous le mettre entre les mains, là, puis je vous dis, dans 30 secondes, vous allez être perdu. Vous ne saurez plus c'est où le haut, le bas, vous allez être perdu dans le modèle 3D. Je suis prête à gager 100 piastres là-dessus. Et là, on faisait des expérimentations au niveau des variables visuelles avec des notaires. On avait identifié 5 notaires qui étaient prêts à jouer le jeu. Puis là, rien contre les notaires, mais tu sais, c'était pas nécessairement les gens les plus techno. Là, alors là, au début, on avait l'idée de leur donner le modèle 3D. Puis là, on se disait, non, ça ne marchera pas, tu sais. Comment est-ce qu'on va faire ça? Et finalement, on a eu l'idée suivante. Je ne sais pas si j'ai. Peux-tu partir? On a, alors, Jen a tout simplement enregistré un déplacement précis sur un modèle 3D. Il partait toujours, mettons le modèle ici, là, il partait toujours de loin, il se rapprochait, il tournait autour, puis après ça, il zoomait sur l'endroit où on voulait poser des questions. Et là, on ne s'en attardait pas, je ne sais pas si tu t'en souviens, Eric, mais là, on a passé des entrevues avec ces gens-là. Puis là, on leur donne la vidéo, pas le modèle 3D, la vidéo. Et là, eux autres, ils ouvrent la vidéo, puis là, ils se promènent avec la vidéo, puis là, ils avancent, la reculent. Mais ça donnait l'impression qu'ils étaient dans le modèle 3D. Et là, ils étaient là, wow, je suis dans le modèle 3D, comme ça. Ça donnait vraiment cette impression-là. Et l'arrivée, c'est comme, oh, c'est juste ça. Il fallait juste préenregistrer notre affaire, tu sais, pour être capable, finalement, ben, on a été capable de les sensibiliser, finalement, à la visualisation 3D. Là, je pose toute la partie, on avait 8 tâches à réaliser. Là, il y avait quelque chose de plus scientifique derrière. Là, je raconte juste des petites affaires un peu anecdotiques sur ça. Je trouvais ça intéressant. Voici ma vidéo de partir. J'en ai encore 2 autres. Donc, celui-ci, c'est un projet d'intervention. Louis Martin n'est pas là aujourd'hui, Martin Louisier. Il a travaillé avec moi 3 mois et demi dernièrement. Et c'est mon article le plus cité. Avec Louis Martin, il a fait un projet d'intervention. On a écrit un article, on l'a publié, puis c'est mon article le plus cité, publié en 2007. Fait que des fois, quand on veut accueillir des stagiaires, moi j'en ai plein de stagiaires. Rentable en bout ligne. Et puis moi, Martin, ben, il est job ici à Québec, super intéressant. Lui, il travaillait en archéologie, là, peut-être vous reconnaissez, mais ça se passe en Syrie, là. C'est de l'archéologue avec qui on travaillait avec des sites d'exploration là-bas, des sites de fouilles. Et puis, lui avait modélisé en 3D les sites de fouilles à partir des données terrain qu'il avait. C'est ça, toute l'application. Mais là, je m'en rappelle encore, je ne sais pas si Eric s'en souvient, mais Eric qui est assis là, ceux qui ne le connaissent pas. Eric a fait un retour avec vos études. Hein. Eric a travaillé longtemps. Et puis, je me souviens encore, là, on a eu plein de discussions au début. Bon, ça va être quoi son sujet de thèse? Et puis, moi, je travaillais avec la commission géologique à ce moment-là, sur la modélisation géologique 3D. On travaillait avec Vocab. Et puis, à un moment donné, dans les cours des discussions, moi, en tout cas, c'est mon souvenir, Eric. Je me souviens que je t'avais dit, Eric est bon. Hein? Eric, je m'étais dit, lui, voyons, il m'a mis de la barre ici, là, OK? On travaille avec des individus, hein? On a juste nos affaires. J'avais dit, penses-tu qu'on est capable
d'avoir un modèle géologique en 20 minutes. Hein? Ben là, 20 minutes. Automatique, là, OK? Automatique, là. Là, on partait des forages, puis qu'est-ce qu'on avait dans les des coupes géologiques. Puis là, ben, il est parti avec ça. Il l'a fait. Il l'a fait. Bravo, en tout cas, moi, j'étais super impressionnée, hein, oui, de dire ça. Et on l'a montré ça à la commission juridique. Je suis pas sûre qu'ils ont cru que ça se pouvait, que c'était possible, là, mais ça se faisait quand même assez rapidement. Donc, si vous avez des questions techniques, vous pouvez les poser à Eric. En fond, on a voulu t'en débarrasser en posant ces questions pièges-là, qui quand même bien plus dans les des fois, il y a des choses on a juste notre encadrement, là, de guérir. Il fallait que je le laisse aller. Puis je termine avec ça. J'appelle ça, c'est mon modèle géologique qui fait le tour du monde. Ça, c'est Karine Bédard, donc mon étudiante à la maîtrise. Elle avait une formation de base en géologie, puis elle travaillait avec moi pour la modélisation géologique 3D. Et pour un site d'études au Québec, elle avait produit un modèle donc, qui fait 1,5 km, 900 mètres, donc ici, à peu près 1,5 ici aussi. C'est quand même assez grand là, comme espace modélisé en 3D, c'est en sous-sol, évidemment. C'était modélisé en tétraèdre et en voxel. Et lors des conférences pour des JOLFO, j'avais fait des présentations. Et puis, il y a un chercheur allemand qui était venu me rencontrer, Martin Brüning. Et lui, il m'avait dit, moi, Jacinthe, là, je travaille sur les bases de données 3D. Je peux faire des analyses topologiques, mais il dit, j'ai pas de modèle 3D à disposition, là, ça date de 2006. Il dit, penses-tu que je pourrais utiliser ton jeu de données? Pourquoi pas? Alors, on lui envoie tout ça, voxel, gratuitement, on lui dit, tant mieux, tu sais, utiliser. Et honnêtement, je l'avais oublié, tu sais, j'avais dit, mais qu'est-ce que tu la tête? Et puis, à chaque fois, aux conférences pour des joints fous, Martine était toujours là, puis on jase, et puis, pas sûr qu'on ait jasé tant que ça de mon modèle, je l'avais oublié. Et puis, à un moment donné, Martine me présente à une de ses étudiantes de doctorat. Puis là, je la vois, tu sais, elle me dit, ah, c'est Jacinthe Paul. Je fais, oui, bonjour, comme d'habitude. Elle dit, là, elle fait comme, oh, Pouillot, c'est vous qui avez produit ça, le modèle comme ça va faire 4 secondes, comprendre de quoi elle parle, là, elle. Et là, j'ai réalisé qu'à peu près tous les étudiants de Martin Brüning avaient fait des tests sur ce fameux modèle-là. Et là, il y en a du monde dans son équipe. Là. Il y avait beaucoup d'argent, il y avait une grosse équipe. Je fais, wow, super, mais c'est que bon. Alors, c'est notre modèle géologique qui a fait le tour du monde. Et je termine avec ceci. Je suis toujours à mes bons coups. Je t'avais donné 45 minutes, hein? Ben, je ne sais pas comment ça. J'achète. Là, je vais tomber dans le Puis finalement, je trouve que celle-ci, elle est vraiment intéressante. Je vous rappelle que durant la COVID, on n'avait plus le droit de rien faire, on n'avait plus le droit de sortir, on n'avait plus le droit de voir nos étudiants. Puis avec Diane, Saïd et Amir, j'avais dit, on va aller se promener sur le campus. Puis là, je m'étais dit, donc, existe-tu quelque chose, moi, pour découvrir le campus pour des gens qui arrivent d'étrangers? Puis j'avais pas trouvé grand-chose. Et puis à partir de là, rencontrer Suzy, rencontrer Stéphano, bon, Sonia était dans le cadre aussi au début, en tout cas, petite équipe de personnes, puis là, on dit, on va imaginer une application. Là, ça s'est fait comme bénévolement, là. Nos boss le savaient pas au début. Puis là, bon, on travaillait là-dessus. Là, j'avais 0 scène, hein. J'ai pas eu une scène là-dessus, sauf que la faculté du département était prêt à m'aider. On est allé chercher des subventions à gauche puis à droite. Puis ici, c'est tous des étudiants, là, principalement des étudiants de premier cycle qui ont travaillé avec nous. Puis, ben, on a une petite application qui fonctionne, qui existe et qui nous permet effectivement de découvrir un ensemble de points d'intérêt sur le campus. Application qui va être prise par Eric pour en faire un outil de recherche et développement. Fait que je suis vraiment super contente de ça, je suis fière de ça. Okay. Alors, maintenant, allons-y. Bon. Je vais vous donner le temps de bien regarder la situation. Bon, les mauvais, les moins bons.
Les débuts hésitants, pas confiance en soi, je ne peut-être pas, là, j'ai confiance en toi, là, toi, mais non, pas tout à fait toujours. Et puis, la grande erreur que j'ai faite, peut-être comme beaucoup de chercheurs au début, je me suis tirée dans tout. Je faisais n'importe quoi. Il arrivait une opportunité, je disais oui. J'avais pas ma mission, d'accord? Je savais pas trop ce que je faisais. J'avais une job. Là, il fallait que je sois prof, il fallait que je sois chercheur, puis 3D, là, je savais pas, là, mais ça, c'était pas du tout là, là. Moi, 3D, on faisait, là, pas plus que ça, là. Ça m'était c'est peut-être, je ne savais même pas. Donc, ça a été c'est pas une erreur, mais c'est quelque chose qu'il faut, selon moi, rapidement éviter de se tirer à gauche et à droite. Il faut se donner une direction. Ma vision est arrivée tardivement, là. 2008, commençant en 2001. J'ai 17 ans à la fin. Ça, c'est bien long. Je ne souhaite pas ça aux jeunes profs. Ayez l'esprit de dire, là, il faut plus rapidement arriver à ça. Puis je l'ai eu lors de mon premier, vraiment, là, mon premier AER, là. Pour ceux qui ne savent pas, c'est sabbatique, là. Tous les 7 ans, hein, j'ai preuve que ça fait 7 ans. Ça m'a beaucoup servi dans mon cas. Et puis, ça, c'est la première fois que je le dis. Il n'y a personne qui le sait, là, mais moi, en 2008, je lâchais l'université. Je me suis cherché une job, puis j'ai failli trouver quelque chose d'autre, parce que ça ne m'intéressait plus. Et puis, il y avait des raisons pourquoi ça ne m'intéressait plus, j'avais plus de plaisir. Et puis, j'ai eu mon AER et j'ai obtenu mon CRSNG de découverte cette année. Puis, comme je suis un peu gambler, j'avais dit, si j'obtiens mon CRSNG, je reste. Si je n'obtiens pas mon CRSNG, je pars. Et là, je l'ai eu. Je me revois encore, j'étais aux Pays-Bas. Je pense que c'est ça. Non, ça doit être Nathalie Candier qui m'avait écrit. Et là, je me revois encore. Ah, je m'étais dit que je restais. Je me revois encore, hein. Je reste pas. Pas assez de méthodologie. Je vais être très honnête, là, surtout à mes débuts. Là, je pense que plus tard, j'ai gagné en expérience. J'ai beaucoup lu là-dessus. Des hypothèses mal formulées, bien trop large. Je visais plein d'affaires. C'était bien trop. Connaissance insuffisante du problème, ça m'est arrivé souvent. Ne pas avoir suivi de formation, je l'ai dit au début, là, mais ça, là, ça m'a traîné, je trouve que ça m'a traîné tout le temps. Moi, je vous invite, en tant que jeune chercheur, à bien vous assurer que vous ayez vos repères en termes de méthodologie de la recherche. Ne pas être suffisamment collé sur les débats de la société. Je pense que c'est passé à TV, donc on dit ça, nous autres, on s'amuser. Et c'est pas pour être pas faire d'entendise, là, mais je trouve que ça, j'ai passé à côté. Personnellement, si c'était à refaire, hein, c'est ça mon point, je m'organiserais pour être plus collé sur le débat social. Puis, tu sais, dans le fond, passer à la TV, c'est pas l'idée de passer à la TV, mais en passant à la TV, c'est parce que ça montre que tu es sur des débats de société. Puis ça, je trouve que ça, j'ai passé à côté de ça. Je m'en veux, mais bon, je ne sais pas qu'il y avait. Très bien dormir ce soir pareil. Alors, ne pas m'être placé dès le début en mode rédaction d'articles. Ça, je ne sais pas s'il y en a qui vont être d'accord avec moi, mais moi, là, j'avais le faux sentiment d'obligation de publier parce que je voulais avoir un beau CV. Puis ça m'a pris, je dirais, depuis 6 ans à peu près, j'ai compris que c'était une erreur. Publier, c'est une action de recherche. C'est nécessaire à l'action de recherche. Et puis, plus on va publier, plus on va faire aussi de la meilleure activité de recherche. Donc, on ne publie pas pour un bon CV, on publie pour nous, hein, parce que ça nous enrichit, puis ça enrichit tout le cadre de recherche dans lequel on travaille. Ou diffuser, quand même, publier, ici, veut dire, j'ai dit des articles, là, mais ça peut être aussi diffuser du code, c'est dans cette idée-là, de rendre public les choses et de se laisser finalement un peu exposer vis-à-vis de la critique. Donc, au niveau de l'encadrement de mes étudiants, donc j'ai eu des bons coups, mais j'en ai montré quelques-uns, mais j'ai compris un peu tard qu'ils ne pouvaient pas le faire à la recherche comme moi. T'sais, au début, là, j'étais exigeante, pas juste exigeante, je voulais qu'ils fassent comme moi je voulais.
ça m'a pris du temps à dégager de ça, puis c'est dur. C'est à chaque moment, il faut toujours que je me rappelle de ça. J'ai tendance à vouloir le faire à ma manière. Avoir été trop long à fournir une rétroaction complète. Les premiers étudiants que j'avais, là, donnaient la rétroaction, ils disaient ça c'est pas correct, ça c'est pas correct, ça c'est pas correct, ça c'est pas correct, mais je disais pas en quoi c'était pas correct. Ça n'est pas le temps. Et puis les étudiants m'écrivaient, puis ceux qui me connaissent aujourd'hui, ils m'ont dit c'est pas possible, et ça pouvait me prendre un mois et demi à leur répondre. Jamais. OK? La rétroaction, elle est nécessaire. Ça doit être une réaction complète et rapide. Bon. Donc ça, c'est des erreurs que j'ai commises. Là. Comprenez que j'ai essayé d'apprendre, pas juste hier, ça fait quelques années que j'essaie de m'améliorer. Trouver un meilleur équilibre entre faire la recherche par les étudiants et en faire moi-même. Ça, c'est quelque chose que si c'était à refaire, je ferais les choses différemment. J'avais imaginé aujourd'hui, quand je réfléchissais à ça, je voudrais former une équipe dont je suis moi-même une exécutante. Ça veut donc dire que les étudiants ne travaillent pas pour moi, donc ils travaillent avec moi. Et donc, la partie pratique, le développement, la partie fun, la partie que j'aime aussi, elle travaille pas, mais comme ça. Je ne la laisserai pas aux étudiants complètement. Je vais en faire partie de ça. Donc, je vais faire du développement moi aussi. Là, je vais faire, mais si c'était à refaire, je le ferais différemment. Ça, c'est une erreur que j'ai faite. Chèvre, là. Partenariat, avoir fait le choix d'une certaine manière de ne pas trop être collé sur l'industrie. Ça, je l'admets. À un moment donné, j'ai fait ce choix-là. Au début, là, je ne savais pas, j'avais beaucoup de projets en partenariat. À un moment donné, ça m'a écœuré. C'est très clair. J'étais tannée de me faire imposer des choses de l'extérieur. Et j'ai obtenu mon CRSNG découverte avec quand même un bon montant. Puis là, je me suis dit, moi, la faire à ma manière, les choses. Et je me suis lancée là-dedans, ce qui a été super, là, en fait. Mais j'ai un peu délaissé le partenariat à ce moment-là. Puis c'est peut-être une erreur que j'ai faite. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faudrait avoir un meilleur équilibre, là, finalement, entre de l'autonomie et de la recherche en partenariat. Et maintenant, je pense que ça m'a pris du temps à comprendre la différence entre collaboration et co-construction avec mes partenaires. Donc, c'est-à-dire que on ne fait pas juste collaborer, mais on travaille ensemble sur la même chose et on co-construit vraiment la chose. C'est pas juste sémantique. Moi, il y a vraiment quelque chose de très fort. Une chose que je regrette, c'est de ne pas avoir établi une structure de recherche stable. Pour X, Y raison, vous savez, j'étais impliquée dans des postes administratifs, là, mais j'ai pas eu de chaire, j'ai pas fait partie d'un groupe de recherche X ou un observatoire, ou quelque chose comme ça. Si c'était à refaire, là, je tiendrais fortement à avoir une petite équipe. Là, une petite équipe, là, je parle, on est plus d'être 20, là, mais 3, 4, là, puis on dit oui, nous, là, on se rencontre une fois par mois, on a chacun nos activités de recherche, mais on travaille ensemble pour faire progresser des choses. Donc, je dis une structure stable, c'est pas obligé d'être financé, Mme la doyenne aussi. Ici, là, on comprend. Moi, en tout cas, si j'avais quelque chose à faire, c'est vers ça que je vais. Être meilleur en anglais, ben là, on dit, pas ce que j'ai besoin de dire, mais parler anglais, ça va, comprendre, ça va, mais rédiger en anglais, là, c'est dur, c'est long. Ouais, il y a DeepL que DeepT. Ouais, fait que là, mais tu sais, si c'est à refaire, là, je voudrais être meilleur en anglais. Moi, pour moi, ça a été un frein, une béquille vraiment. Et puis, entre Kevin, j'ai compris tard, finalement, tard, mais quand même, en mi-parcours seulement, que je réussirais tant ou autant que je trouverais pour avoir du plaisir dans ce que je fais. Donc, je conclue avec ça parce que je trouve que c'est ça le plus important de garder en tête. Donc, et ça, c'est mes grands principes là, de recommandation. Donc, de faire profiter de nos obligations de formation, de ne pas subir les cours. Là, je ne vois pas les jeunes profs, là, mais les cours, c'est tellement important. Et là, avant de me faire, de s'impliquer dans les postes de direction. Si vous saviez à quel point
ça change la perspective. Là, il y a plusieurs qui ne veulent pas aller dans les postes de directeur, par exemple. On trouve ça dur, ça prend du temps, on ramasse des problèmes. C'est vrai que c'est pas tout le temps le fun. Mais on apprend tellement et il y a des retombées sur plein de choses. Puis, là, je regarde Sylvie, mais plein de choses. Donc, et là, les postes, ça peut être aussi les directeurs de programme, là aussi, on peut aller jusque-là. Là. Donc, c'est vraiment important. Faut être bon pour tirer sur pied, puis c'est possible. Des fois, tu te rends pas compte, mais là, hey, il y a quelque chose à faire, là. Faut que tu sois bon, là. Puis il faut que tu sois opportuniste. Il faut que t'as pas le choix. Il faut que tu saches tirer profit des choses. Trouver un équilibre en financement privé et public, ça, je l'ai mentionné. Puis, il n'y a pas que l'argent. Et donc, non, c'est un problème d'animation. Et donc, voilà, donc, avoir du plaisir, donc, moi, c'est à ça que je vais ressembler. Dans un mois et demi, je vais être en Floride. Donc voilà, j'espère que je vous ai trouvé ça intéressant. C'est ce que je fais comme bilan de ma carrière aujourd'hui. Merci. Merci de l'espace. Je suis vraiment j'ai appris des choses. Ah oui. On est parlé de gag, là. Voilà, on va prendre quelques minutes pour la question de chiffre et puis après on va Exactement. Si je peux commencer, s'il y a des questions là-dessus. C'est pas une question qui s'appelle, mais je vais témoigner de